Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin. Merci d'être venus jusqu'à nous un samedi matin à 10h45 pour cette petite table ronde, cette conversation matinale autour du changement climatique et de nous. Donc, je suis ravie d'animer ce moment. Je m'appelle Julie Pasquet. J'ai travaillé sur la programmation de l'événement du Monde Nouveau. Et du coup, c'est avec vraiment beaucoup d'honneur que j'ai ce petit temps avec vous deux. On va présenter nos intervenants de la matinée. Et ensuite, je vous présenterai le format de cette conversation, puisque l'idée, c'est que ce soit un temps participatif. On va vous proposer, à vous tous et toutes dans la salle, de nous rejoindre sur scène pour venir poser vos questions et échanger sur la question du changement climatique et nous, parce qu'en fait, ça nous concerne tous et toutes, et on a aussi envie de vous entendre. Donc ce matin, vous allez aussi être à l'honneur, et vous allez pouvoir nous rejoindre sur scène. Alors ce matin, nous allons accueillir deux invités avec nous. Donc on a Pierre et Adrien. Je vais vous laisser vous présenter. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pourquoi est-ce que vous êtes venus au Monde Nouveau? Et pour parler de quelle thématique? Pierre, est-ce que tu veux commencer? Allez, je vais commencer. Attends, il y avait 3 questions. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, pourquoi tu es là? À cette première question, en fait, je suis un médecin spécialiste, mais qui, depuis fort longtemps, depuis que je suis en culotte courte, s'intéresse à toutes ces questions grâce à la fibre paternelle qui m'a sensibilisé à ça. Voilà pour l'aspect professionnel. Pour l'aspect orientation, je dirais, je suis ce qu'on appelle un shifter. Un shifter, c'est un groupe de personnes, vous connaissez peut-être le nom du président, Jean-Marc Jancovici, voilà, qui aborde tous les problèmes de contrainte carbone et double contrainte carbone sur un plan scientifique. Voilà, nous c'est notre apport. Il n'y a pas d'autre approche dans notre discipline, même si on est intéressé pour échanger avec d'autres approches. Voilà, et ce qui m'a fait venir ici, c'est qu'en fait, ça me paraissait une excellente initiative de pouvoir échanger, converser effectivement avec des gens. Échanger avec des professionnels, c'est une chose, mais échanger avec l'ensemble du public, c'est totalement autre chose. Et je pense que c'est dans le temps, c'est vous qui allez impulser l'essentiel du mouvement de ce qu'on appelle le changement climatique. Voilà, je passe le micro à mon voisin. Adrien, c'est ton moment. Merci. Donc bonjour tout le monde, moi je m'appelle Adrien Conti, je développe depuis 2 ans un projet qui s'appelle la Fabrique des Possibles. La Fabrique des Possibles, on est une structure hybride où on fait cohabiter des activités lucratives à destination des entreprises et des organisations. On les accompagne sur leur transition écologique, leur changement stratégique en intégrant le vivant, en fait remettant le vivant au cœur de nos modèles. Alors quand on parle de vivant, c'est le vivant humain, mais c'est le vivant non humain aussi. Donc tout cet enjeu-là et comment on fait cohabiter ça avec des modèles économiques dans les organisations, et c'est possible. Il y a plein d'alternatives qui existent à ce qu'on va connaître un peu comme modèle économique mainstream aujourd'hui. Et en parallèle, au sein de la Fabrique des Possibles, on a toute une partie d'activités non lucratives qui sont à 100% financées par nos activités lucratives et qui sont là plus à destination du grand public, des citoyens, autour de ces enjeux de transition pour inspirer, éduquer, sensibiliser autour de ces enjeux et voir un peu collectivement quel récit on a envie de construire ensemble en fait. Dans quel monde on a envie de vivre et quel monde on a envie de laisser aussi à la suite. Et pourquoi je suis là ce matin, un peu comme Pierre, je trouve que ces moments d'échange avec vous, c'est toujours des moments très riches de pouvoir partager, de pouvoir entendre, de pouvoir écouter ce qui est vécu et ce qui se dit dans la bouche un peu de tout le monde. Donc c'est un grand plaisir de partager cette grosseur ensemble ce matin. Merci beaucoup à vous d'être là. Alors moi j'ai une petite question pour vous dans la salle. La question du changement climatique, est-ce que vous avez l'impression, je vais vous demander d'utiliser vos mains, là si vous secouez vos mains en haut, c'est que vous êtes très très sensibilisé, vous avez l'impression de connaître tous les tenants et les aboutissants sur le changement climatique, et en bas vous avez l'impression c'est pas trop votre truc, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre, vous pouvez faire une gradation. Du coup 3, 2, 1, je vous demande dans la salle, à votre avis, quel est votre niveau de connaissance sur ce que c'est que le changement climatique? On a plutôt moyen haut. Ok, d'accord. Et moi, j'aimerais savoir à quel point, je vais vous redemander encore une gradation, à quel point, là, vous êtes hyper optimiste et vous pensez qu'on va tout gagner, on va réussir à changer les choses. Et là, vous êtes un peu pessimiste, l'avenir vous fait un petit peu peur. Quel est votre niveau en termes d'émotion?
Ok, donc c'est plutôt moyen bas. D'accord, ben on va essayer de discuter de ça avec vous et de comprendre pourquoi. En effet, le changement climatique, on en parle beaucoup, on en parle de plus en plus dans les médias. Vous avez peut-être des cours pour les jeunes, les étudiants sur ces questions. C'est un vrai sujet et en fait, on donne souvent peu la parole aux citoyens et aux citoyennes et c'est ce qu'on a envie de faire ce matin. De comprendre, vous, comment vous vivez ce changement-là, qu'est-ce que ça vient vous créer comme émotion, comme ressenti, comment vous vous sentez face à cet énorme phénomène dont les scientifiques parlent. Je vais vous donner quelques chiffres quand même qui sont importants. Récemment, une dernière étude a montré que le réchauffement climatique est la deuxième priorité des Français après l'inflation. Donc c'est un vrai sujet, c'est un sujet de société qui nous touche tous et toutes et qui est de plus en plus important. Et une deuxième chose qui fait le lien avec la conversation matinale juste d'avant, donc on a sur la question de la santé, vous étiez peut-être là, on a parlé notamment d'éco-anxiété. Une étude de The Lancet montre que 75% des 16-25 ans jugent leur futur effrayant et que 45% d'entre eux affirment que l'éco-anxiété affecte leur vie quotidienne. Donc le changement climatique est quand même un vrai sujet. Ça vient nous toucher dans notre quotidien, ça vient nous toucher dans notre vie de tous les jours. Et comment on fait face à ça? C'est un peu la question qu'on va se poser ce matin et qu'on va vous proposer de répondre avec nous. Donc je le disais, on veut que ce soit une conférence participative. Donc ce que je vais vous proposer, c'est un format qui s'appelle le format Fishball. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui connaissent ce format d'animation? Vous pouvez lever la main si c'est le cas. Personne ne connaît. Eh bien, c'est parfait, c'est super. On va vous proposer, au lieu de rester ici et de mettre une barrière entre vous et nous, de nous rejoindre sur scène pour venir poser vos questions aux intervenants et répondre aux questions parce qu'elles vous concernent tout autant que nous. Donc vraiment, je sais que c'est un petit peu effrayant au début de se dire je vais me lever, je vais venir s'asseoir à côté de nous, mais vous êtes complètement légitime de le faire. Donc je vais poser une première question à nos intervenants et je vais vous proposer de venir nous rejoindre. Il y a une place ici, il y a une place ici. Voilà, et de venir échanger avec nous. Une fois que vous avez posé votre question, que vous avez répondu, vous pouvez aussi repartir à votre place pour laisser quelqu'un d'autre venir à la vôtre. Est-ce que c'est à peu près clair pour vous? Vous pouvez me dire si c'est clair pour vous, si vous n'avez rien compris. Ok, c'est clair. Eh bien, super. Si ça vous va, je vous invite à vraiment jouer le jeu et venir vous exprimer aussi. Du coup, j'ai une première question pour vous, Pierre et Adrien. Et si ça vous parle, rejoignez-nous, n'hésitez pas. C'est comment vous vous êtes sentis quand vous avez compris ce constat du changement climatique? Qu'est-ce que ça a fait chez vous? Quelles ont été vos émotions? La première émotion, moi, quand j'ai pris la claque climat, ça a été de la colère, de la tristesse, de la peur. De la colère sur mais pourquoi on en est arrivé là? De la tristesse sur on va où? C'était à des moments où je venais d'avoir mon deuxième petit, donc j'avais mes enfants en bas âge, je me disais mais qu'est-ce qu'on va leur laisser? Et de la peur sur est-ce qu'on va y arriver? Je me dire non mais là c'est trop tard en fait. On a tellement tout bousillé qu'on n'arrivera pas à faire changer les choses et à transformer un petit peu nos modes de vie, nos modes de consommation, ce qui fait société aujourd'hui. Et puis petit à petit, il a fallu travailler sur ce chemin. Donc ça s'est fait à la fois par de l'apport de connaissances, de la découverte, mais aussi par un travail sur moi, sur cette dimension aussi de comment j'appréhende ces émotions, comment je vis avec ces émotions qui me traversent, pour réussir à rentrer sur d'autres dynamiques et d'autres formes émotionnelles. De la peur, de la colère. Et toi, Pierre? Moi, ça a été un coup de baseball derrière la tête. Et en même temps, je trouvais que ce que certains auteurs disaient, donc c'est vrai que j'ai beaucoup farfouillé sur YouTube dans un premier temps, tout bêtement, j'ai trouvé que ce que certains auteurs disaient était très très intéressant. Donc je me suis précipité sur un site qui me permettait de faire ce qu'on appelle son bilan en carbone, hein. Sachant qu'il faut trouver un chiffre de 2 tonnes à peu près, que la moyenne française est de 10 tonnes, et quand j'ai fait mon bilan, je suis arrivé à 14 tonnes. Donc j'ai dit, c'est pas possible cette histoire-là. Et étant très réactif, je me suis dit, maintenant il faut retrousser les manches. Et puis je suis lancé dans cette, non pas dans cette bataille, parce que je ne le vis pas comme une bataille, je le vis comme une transition à mettre en place, qui n'est toujours pas en place d'ailleurs, soyons clairs. Une transition à mettre en place parce que c'est vous, un peu les pouvoirs publics, un peu l'ensemble des entreprises privées qui vont permettre d'arriver à ce résultat. Et j'ai eu la chance, vu mon âge, de vivre à la fin du siècle dernier le gros problème de la couche d'ozone, hein, puisque tout d'un coup on s'est retrouvé avec des trous. Et donc on a
le Canada notamment, qui était très sensible à cette question-là pour des raisons techniques, a envoyé carrément un satellite qui mesurait tout ça. Enfin, et on a vu que les trous prenaient des proportions extraordinaires. Personne n'a bougé, ni sur le plan politique, ni sur le plan industriel, je dois le dire. Ça a été certains journalistes qui ont poussé la question et qui ont compris que certains gaz qui étaient contenus dans tous nos vaporisateurs pour ce déodorant en parfum, etc., y compris pour les clims, voilà, un certain nombre de liquides, qui étaient à l'origine de cela. La diffusion dans le grand public a été très rapide par les moyens que l'on connaît, et ce sont les consommateurs, c'est-à-dire vous, qui avez réagi en disant ben, on va bouder ce produit-là, on ne va plus prendre ce produit-là, on ne va plus prendre ce produit-là. Et à ce moment-là, les industriels, ils ont vu leur chiffre d'affaires baisser, du coup, branle-bas de combat, ils se sont tournés vers les politiques, il faut faire quelque chose, et du coup, les politiques se sont réunis et ont tiré un certain nombre de textes, de telle manière que ces produits ne soient plus utilisés dans le monde. Alors, il y a encore une ou deux exceptions voilà, au niveau de la planète, mais sinon, dans l'ensemble, on est arrivé non pas à supprimer le problème, on ne l'a pas supprimé encore, il y a toujours des trous. Mais enfin, en tout cas, à bien le réduire. Ça montre à quel point c'est le public qui, à un moment donné, a fait le premier pas et qui fait que tout le monde a suivi dans la foulée. Voilà. Je pense que c'est une très belle invitation, Pierre. Est-ce qu'il y a une personne qui veut venir nous rejoindre et pouvoir témoigner aussi de comment vous vous sentez par rapport à cette question du réchauffement climatique, du changement climatique, et qu'est-ce que ça vient faire en vous? Super. Merci beaucoup. La première personne, c'est toujours la plus compliquée. On peut féliciter. Venez. Oui, je m'appelle Mathias. Vous voulez que je réponde à la même question que vous avez posée à l'intervenant. J'ai vécu quelque chose un petit peu comme vous deux. Je suis assez âgé pour avoir connu l'époque de la couche d'ozone aussi. Pardon, ouais. Je dirais que sur le ressenti, j'ai un point commun avec Pierre peut-être, c'est qu'effectivement, moi aussi, au moment où j'ai commencé à prendre conscience, j'ai cherché à me documenter. Je suis tombé moi aussi sur des informations intéressantes de part des gens que vous connaissez sans doute, Pablo Servigne, Jean-Marc Jancovici, Philippe Biwix sur les low-tech. Donc j'ai fini par rejoindre aussi les shifters. Et ce qui me frappe le plus en fait, c'est que l'angoisse dont on parlait, l'impression que tout est perdu, c'est une chose. Puis il y a aussi autre chose qui est douloureuse, je pense, c'est la rupture totale qu'il y a en nous entre d'un côté la prise de conscience qu'on a. Et dès qu'on est un peu bien renseigné, voilà, ça commence quand même à être très clair. Et puis, la conscience qu'on a aussi qu'il est extrêmement difficile pour nous de changer notre mode de consommation, de sortir de notre paradigme de la surconsommation. Et ce sentiment qu'on a, qu'on est un peu nous-mêmes responsables, quoi. La culpabilité aussi que ça génère. Et je pense notamment aux jeunes, aux ados de maintenant, qui doivent, je pense, qui vont finir par le ressentir fortement aussi, puisque c'est eux qui sont très très sensibles à la question, c'est eux qui font les journées Youth for Climate comme vendredi dernier, mais c'est aussi eux qui sont nés et qui ont grandi, de notre faute sans doute aussi, dans une culture de la consommation, du jetable. Et je pense que ça va être aussi dur pour eux de se dire qu'il y a cet enjeu, il faut faire quelque chose, mais ça implique aussi, par exemple, qu'un téléphone portable, il faut le garder au moins 7 ans. Est-ce que tout le monde est prêt à faire ça? Même parmi nous, hein, pas seulement les jeunes, même parmi nous. Donc je pense que cette espèce de schizophrénie qui est difficile à vivre, enfin moi je le ressens comme ça. Merci. Merci beaucoup Mathias. Du coup là on parle aussi beaucoup de la jeunesse. Je vois qu'il y a des étudiants, des étudiantes dans la salle. Est-ce qu'il y a l'une d'entre vous qui veut aussi venir nous dire, enfin en tout cas nous témoigner sur ce que ça fait chez vous, cette connaissance de ce qui nous attend? Ah, super. Merci beaucoup. Bravo. C'est pas facile. Si tu peux te présenter. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Margot Martinet. Je suis actuellement étudiante en IUT GEA. Alors oui, pardon. GEA, c'est Gestion des entreprises et des administrations. Alors franchement, quand je vous écoute un peu tous, j'ai pas trop de recul, j'ai l'impression, par rapport justement au développement durable et à tout ce que ça implique. Nous, en tant que jeunes, on est malheureusement un peu, pas dire aveugle, mais avec tous les réseaux, avec tout ça, on a l'impression que le monde va bien. C'est malheureux, mais c'est le cas en tout cas pour moi.
On est aveuglé par tout ce qui va être série. On ne voit pas en fait l'horreur qui est en train de se produire. Et moi personnellement, j'ai l'impression que encore maintenant, là, j'assiste à cette conférence et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et qu'est-ce qu'on doit faire nous en tant que jeunes? Est-ce qu'on doit faire quelque chose individuellement, collectivement? On se pose plein de questions, mais j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à agir et à faire quelque chose en fait. Nous, individuellement, on est en classe, on écoute des cours sur le développement durable, voilà. Mais on se dit, est-ce que là, maintenant, on doit faire quelque chose, faire des manifestations? On est perdu et je pense que je ne suis pas seule dans cette situation-là. Voilà. Et est-ce que, je ne sais pas si vous avez des questions aussi, moi j'ai une petite question. Donc tu disais, tu as des cours sur le développement durable. Est-ce que tu as l'impression que c'est un sujet, en tout cas, dans les études supérieures, qui est traité et un sujet qui est abordé, en tout cas, toi ou tes amis qui sont dans d'autres filières? Alors, on n'a pas spécialement des cours qui parlent du développement durable, mais l'an dernier, on a dû faire une affiche, par exemple, pour sensibiliser un collège et des jeunes. Et je me rappelle que la professeure nous avait dit, attention, ne faites pas des affiches qui traumatisent les jeunes. Parce que nous, on a mis, attention, la planète est en train d'être détruite. Et il nous disait, il ne faut pas traumatiser. Sauf que si on ne traumatise pas, est-ce que ça va changer les gens? Est-ce que nous, on va se dire, allez, on fait quelque chose? Si on fait une belle affiche, ah bon, la planète, il va falloir l'aider, elle est en mauvais état, ben, on n'a pas envie de changer. On se dit, bon, ben, les autres le feront pour nous. Voilà. Mais c'est comment on se prend à la fois une claque pour se dire après je vais agir, mais la claque peut être douloureuse et la claque peut être très complexe à gérer. On parlait d'éco-anxiété. Est-ce que Adrien, tu veux compléter ça? Ouais, je veux bien compléter à la fois sur le volet programme dans les cursus scolaires et sur cette dimension du trauma et de la claque. Moi, je pense qu'il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre de plein fouet. Pour vraiment se mettre en mouvement, à un moment, il faut vraiment comprendre ce qui se passe. Et quand on comprend ce qui se passe, si on n'est pas complètement déconnecté de sa part émotionnelle, franchement, ça fait mal. Parce que les projections... quand on commence à prendre du recul en se disant, en 73, on avait un rapport qui s'appelait le rapport Meadows, les mecs ils nous ont dit les limites de la croissance, ça fait longtemps qu'on le sait et ça bouge pas, ça fait mal. Ça fait mal de voir tout ça. Et pour autant, par contre, ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on prenne cette claque, c'est comment on remonte. On a souvent un peu tendance à le matérialiser sous la forme d'un U, c'est-à-dire que tu es là, tu vas prendre ta grosse claque, tu es tout en bas. Et comment tu remontes? Comment tu remontes dans ce U? Comment tu retrouves de la joie? Comment tu vis avec ça? Comment tu te mets en action? Et c'est tout ce chemin-là qui est aussi important que la claque en elle-même. Et sur la partie des cursus et des contenus dans les écoles et dans les universités, pour moi, c'est un enjeu énorme. Aujourd'hui, moi, pour ma part, je suis sorti d'école de commerce il y a à peu près 15 ans, un peu moins de 12 ans. On ne m'a pas parlé une seule fois de ces enjeux. Jamais. Et aujourd'hui, on commence à se battre, nous aussi, pour faire en sorte que tous les cours, en fait, ils soient teintés avec ces sujets. C'est-à-dire que ce ne soit pas une option qu'on a 2 heures par an sur le développement durable à la RSE, c'est quoi? Okay. Non, en fait, dans les cours de finance, qu'on l'intègre ces sujets, les questions des indicateurs extra-financiers, dans les cours de marketing, comment on fait de la com responsable aujourd'hui, c'est quoi? Et en fait, que ça devienne un fil rouge dans les parcours pédagogiques et dans les parcours universitaires, et pas juste un truc dont on va faire, on fait une journée verte au début de l'année, c'est cool. Non, on repense vraiment profondément en fait les cursus. Et là, il y a un enjeu qui est énorme, parce que sur la dimension éducation, plus ça sera intégré et plus ça sera compris à ce niveau-là, en fait, plus ça sera facile de le mettre en place dans les organisations et dans nos modes de vie aussi par la suite. Hier soir, au Monde Nouveau, on a organisé une soirée qui s'appelait l'urgence d'agir, de 19h à 21h. Et il y a des étudiants qui ont travaillé toute la journée hier, qui ont fait un hackathon sur comment est-ce qu'on transforme l'enseignement supérieur, comment est-ce qu'on transforme aussi nos campus, nos universités pour qu'elles soient à la hauteur des urgences écologiques et sociales. Et on a 6 étudiants qui sont venus sur scène et qui ont présenté leurs travaux et qui ont dit il y a beaucoup de choses à changer, mais la première, c'est nos enseignements, c'est-à-dire avoir des cours obligatoires sur ces sujets, parce que si on ne sait pas, on n'agit pas. On a peur, on est seul, et en plus on se prend cette grosse claque, il faut se la prendre, mais il faut aussi la comprendre en fait. Tu le disais aussi, on a l'impression qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, on a du mal à comprendre. Donc comment est-ce qu'on a des cours? La deuxième chose, c'est aussi sur les campus, comment on transforme les campus pour qu'ils incarnent aussi ce monde de demain, qui soit plus vertueux en termes d'énergie, en termes de déchets. Et la troisième chose, c'était la question de la réussite. Comment est-ce qu'on déconstruit la réussite aujourd'hui? Parce que la réussite, c'est peut-être faire des grandes études, gagner beaucoup d'argent, avoir une grosse voiture, avoir une énorme télé. Comment est-ce qu'on change ça?
Et quelle est la vision des jeunes de la réussite? Comment on fait la réussite autrement dans un monde plus sobre? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu voudrais un peu témoigner de toi, la réussite? Qu'est-ce que ce serait pour toi? Alors pour moi, la réussite, ça serait... on en parle beaucoup, on essaye de nous sensibiliser à ça. Dans notre formation, c'est d'être bien dans le futur environnement professionnel dans lequel je serai. Parce qu'aujourd'hui, avec le Covid, on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont... Après, le post-Covid a provoqué beaucoup de gens qui sont partis de leur travail, qui sont un peu réinventés et qui sont partis dans ce qu'ils aimaient vraiment. Et moi, j'aimerais plus tard me mettre directement dans un milieu dans lequel je serais bien, où j'aurais envie d'aller au travail. Mais c'est compliqué parce que tous les emplois qu'on aime ne procurent pas forcément... on va avoir de l'argent, évidemment, hein, c'est comme ça. Pour nous, la réussite, je pense que c'est être on va dire, dans un environnement où on peut avoir ce qu'on veut, c'est-à-dire une voiture, une maison, un environnement favorable où on pourrait grandir. Et d'ailleurs, en parlant de grandir, pour notre avenir, je ne sais même pas personnellement si tout ce qui se passe, ça me donne envie d'avoir des enfants, parce qu'on nous terrorise tellement, en fait, sur... J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit récemment que faire des enfants est égoïste et que ça pollue. Je trouve ça horrible de dire ça. Après, est-ce que c'est la réalité? J'en sais rien. Mais on nous traumatise vraiment. Enfin, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais on a vraiment un poids qui est un peu assez indescriptible. Vous Je savais qu'il y avait un des micros qui marchait pas bien, mais c'est tombé sur le mien. C'est pas grave, j'ai pris l'habitude avant-hier de m'en servir un peu. Vous soulevez plusieurs questions en fait en même temps. La question de la formation, ça, dans l'enseignement supérieur, c'est une question qui pour nous est essentielle. Et on a décidé à partir de cette année de frapper à toutes les portes de l'enseignement supérieur. Alors de cette année, évidemment, c'est septembre, c'est un mois. Au niveau parisien, ça commence toujours au niveau parisien, bon, mais c'est comme ça. Certaines écoles supérieures sont déjà maintenant, ont un cursus qui se met en place. En province, puisque vous êtes d'une unité, il n'y a pas plus tard que 3 semaines, on était à l'IUT de Nîmes à faire une première conférence, qui était une conférence, mais avec le souhait de pouvoir continuer et de pouvoir intégrer comme ça dans l'ensemble de l'enseignement supérieur, toutes disciplines confondues. Hein, il n'y a pas peut-être une petite orientation ingénierie dans un premier temps, mais ça ne sera pas essentiel, de telle manière que les jeunes puissent avoir quand même une formation et sachent de quoi on parle. Parce qu'en fait, l'angoisse que vous ressentez, c'est souvent parce qu'il y a des informations confuses, diffuses, et après on ne sait plus trop de quoi on parle. Alors on se dit, faut-il faire des enfants, faut-il pas faire des enfants? Oui, faites des enfants. Enfin, si vous en avez envie, hein, ça va de soi. Il y a tout un travail énorme qui a été fait là-dessus. C'est Emmanuel Ponce qui a travaillé sur cette question-là de l'avenir en termes de démographie mondiale et puis par rapport à la France. Donc, oui, faites-en. Parce que l'avenir n'est pas calé comme il était calé pour nous. Hein. Nous, c'était linéaire pratiquement. C'était presque ennuyeux, je veux le dire honnêtement. Hein. Alors que pour vous, c'est une inconnue qui s'ouvre devant vous. Je trouve que c'est extraordinaire une inconnue, parce qu'une fois qu'on s'est retroussé les manches, on peut en faire ce qu'on veut ou ce qu'on peut. Et ça sera, à mon avis, un avenir beaucoup plus intéressant, mais peut-être inquiétant aussi, parce que c'est une inconnue, beaucoup plus intéressant pour les nouvelles générations qui arrivent, que ce que nous avons vécu, qui est, voilà, hein, qui est très classique. Voilà, je pourrais dire dans un premier temps à votre question. Le tout, c'est qu'on soit au clair sur ce que de quoi on parle. Par exemple, j'ai vu un certain nombre de mains tout à l'heure se lever en disant oui, je connais bien la question. Eh bien, à ces personnes qui ont levé la main, moi je poserai une question. Et puis ils me répondent en une phrase ou deux, hein, pas plus, pas besoin de 10 minutes. Qu'est-ce que c'est que le climat? Voilà, on parle, le changement climatique, c'est quoi le climat? Je pose la question à tout le monde. Une phrase ou deux, ça suffit. Ah, ben voilà, donc on est en train de parler de quelque chose qui manifestement, hein, et qui est un mot archi connu, qui est un mot qu'on entend régulièrement, mais c'est quoi le climat, ou si vous voulez, c'est quoi le climat, c'est quoi la météo? Comme ça, on a l'élément de comparaison à côté, parce que la météo, on l'a sur nos portables. Eh bien voilà, c'est quoi le climat? Alors il y a une première réponse,
Je vais la faire en 3 phrases. Il y a une première réponse qui est à moins que tu veuilles dire quelque chose entre-temps, parce que sinon... Non, vas-y, je rebondirai après, vas-y. D'accord. Il y a une définition très très ancienne grecque, mais que j'adore. C'est l'effet du soleil sur notre planète. Point. L'effet du soleil sur notre planète, c'est quoi? C'est 20 km d'atmosphère, c'est quand même pas rien, 70% d'océans, donc qui reçoivent aussi le soleil, et puis la partie où on vit, qui représente plus que 30% et qui renvoie le soleil, mais bon, c'est pas extraordinaire. Donc c'est une espèce de monstre climatique qui englobe la totalité de la planète. Après nous, on a essayé de découper climat méditerranéen, mais le climat, lui, il s'en fout de ce découpage. Hein, lui. Il fonctionne sur la totalité de la planète, 20 km au-dessus, 70% d'océan, pour faire tous les échanges thermiques nécessaires pour que depuis 80 000 ans, nous ayons une température stable, jusqu'au siècle dernier. Température stable de 15 degrés qui a bougé de plus ou moins 0,5, c'est-à-dire c'est une stabilité extraordinaire. Et nous, on est venus perturber. Voilà la première définition, c'est toute la planète. C'est pas la météo, c'est un petit morceau. C'est là où on vit en général. Le deuxième élément de définition, c'est que le climat, pour que nous, êtres humains, on sache ce qui est de l'ordre du climat et ce qui est de l'ordre de la météo, des petits problèmes locaux, nous faisons une comparaison sur 30 ans en arrière des valeurs de température, notamment pression, etc. À partir de là, 30 ans en arrière, alors que la météo, elle, n'a pas de recul sur ce qu'elle dit, au mieux, elle va vous donner sur 15 jours en avant, enfin, elle va essayer tout au moins, mais elle ne fera pas plus. Donc, la météo, le climat, c'est une grosse machine planétaire, tous les découpages qui sont faits après, c'est l'être humain, mais la planète n'a rien à en faire de ce découpage. Et deuxièmement, c'est quelque chose qui est contrôlé et vérifié sur 30 ans en arrière, de manière à éviter les à-coups, comme on dit, d'une année sur l'autre. Cette année, on a eu une grosse vague de chaleur. Bon, c'est de la météo ou c'est du climat? Ben, c'est du climat. Pourquoi c'est du climat? Parce que ça a touché depuis la Californie, l'ensemble de l'Europe, et c'est parti jusqu'en Asie, en traversant le Moyen-Orient, qui s'est retrouvé avec des températures de 52, 56 degrés de pointe par moment. Donc là, on est vraiment dans une manifestation qui est climatique, qui n'a plus rien à voir avec ce qui peut se passer localement. Est-ce que j'ai été clair? Et puis je passe la parole parce que j'ai gardé le micro un petit peu longtemps. Ou vous voulez d'autres questions sur le climat? Et puis vous serez imbattable sur la différence entre climat et météo. Voilà, au moins le climat, voilà, c'est clair. Je m'excuse, j'ai gardé le micro un petit moment, je te le passe. Non, t'excuses surtout pas, c'est important de remettre les choses au clair. Et j'invite encore une fois les gens qui veulent venir participer, n'hésitez pas à venir vous asseoir, prendre la parole avec nous. Moi, sur 2 choses qui ont été dites précédemment sur cette dimension du futur, le futur, il n'est pas linéaire, comme tu le disais, Pierre, il est juste ce qu'on en fera, en fait. Il est ce qu'on en fera tous collectivement et avec toutes nos parts individuelles. Donc, le côté c'est mort, on n'y arrivera jamais. Bah non, en fait, si on s'y met tous, ça peut changer. Il y a énormément d'exemples quand on reprend l'histoire de l'humanité où les choses, elles avaient une trajectoire et en fait, elles ont été différentes. Donc, mettons-nous en mouvement sur ce point et on peut réussir à de grosses transformations. Et le deuxième point qui est hyper important et qui a été évoqué sur la dimension de la réussite, c'est pour moi un enjeu clé. Et je vous invite à regarder les travaux de quelqu'un qui s'appelle Yannick Roudot sur les attributs de la réussite, justement, dans nos modèles de société. Tant qu'on n'aura pas déconstruit nos attributs de réussite, tant qu'on considérera que la réussite, c'est avoir plein d'argent, 4 bagnoles, 5 Rolex, 3 yachts, ça ne marchera pas. Ça, c'est clair. Par contre, le jour où on considérera que la réussite, c'est d'avoir un apport sociétal, d'avoir une place dans la société qui contribue à son développement et qui contribue à faire en sorte que le commun qu'on construit ensemble, il ait un rôle à jouer à l'avenir, et bien là, ça changera tout. Parce qu'il y a quelque chose quand même qui est biologique et sur lequel on ne changera pas, c'est qu'on n'a pas tous le même ego. Il y a des gens qui ont un ego très très développé et qui ont besoin de le nourrir. Et ces gens-là, il faut réussir qu'ils le mettent au service de quelque chose. Donc pour l'instant, ils le mettent beaucoup au service de choses qui sont très matérialistes et individualistes. Si on fait en sorte que ça change et qu'ils la mettent ailleurs, leur énergie, plutôt au service du commun et du collectif, cette dimension-là, on va pouvoir faire une sacrée bascule à ce moment-là. Donc oui, les attributs de réussite, pour moi, c'est quelque chose qui est clé. Questionnons ça. Et une manière très simple de le questionner à l'échelle individuelle, c'est questionnez-vous sur quels sont vos besoins économiques individuels. Pas vos envies, vos besoins. En fait, on a besoin de quoi?
par mois, et ça vous le monétisez après, vous dites bah moi j'ai besoin d'avoir une sortie au cinéma, parce que ça c'est dans mes besoins, c'est pas dans mes envies, dans mes besoins de vie sociale, il y a ça, j'ai un enfant, j'ai besoin qu'il aille faire une activité sportive, c'est dans mes besoins, ok, et ça on le met tout bout à bout à la fin du mois, et vous regardez un peu combien ça fait. Je vous assure que ça fait rarement 10 000 euros, hein. Mais après je vous laisse faire les comptes à l'échelle individuelle, c'est un petit exercice que je vous invite à faire à la suite. Merci beaucoup, et ça fait une très belle transition là sur mettre de l'énergie pour le changement et pour se mobiliser et pour se bouger. Concrètement, qu'est-ce que vous faites au quotidien face du coup au changement climatique et ce qu'on vient de dire? Du coup, Pierre, Adrien et les personnes dans la salle, venez aussi nous expliquer concrètement, vous dans votre métier, dans vos associations, dans ce que vous faites, à quoi ça ressemble d'agir par rapport à ça et d'agir collectivement. Bonjour, bienvenue. Je te pose cette question aussi, voilà, si tu veux y répondre. Bonjour tout le monde. En fait, désolée, j'étais en train de marcher, du coup, j'ai pas tout écouté. Je demandais très concrètement, qu'est-ce que toi, dans ta vie, dans tes associations, dans ton métier, tu mets en place pour faire face justement à ce qui nous arrive? Ok, bah, c'est des petits gestes du quotidien que, j'imagine qu'on est tous un peu sensibilisés aussi, donc qu'on essaye de faire. Après, j'essaie beaucoup de sensibiliser mon entourage aussi, mais bon, je suis dans un environnement qui est globalement sensibilisé, donc j'ai pas l'impression que ça ait énormément d'impact. Et après, je suis étudiante en écologie et évolution, donc ce que j'aimerais faire, c'est travailler sur les conflits entre activités humaines et faune sauvage, donc liés justement à l'environnement et le sociétal. Et en fait, je vais peut-être les laisser répondre d'abord. Vas-y, hein, ok. Pas de problème. En fait, je voulais revenir sur ce qui a été fait par les étudiants hier soir. Donc déjà, sur la sensibilisation avec les enfants, etc., ça, j'ai rien à redire. Après, par rapport à améliorer les campus, je pense qu'un problème, c'est que ça touche quand même pas beaucoup de gens, parce qu'il y a quand même peu de gens qui vont à l'université, même si on sait que ce sont les plus... globalement les plus avantagés qui posent plus de problèmes par rapport à l'environnement et le réchauffement climatique. Mais quand même, je trouve que c'est pas assez global. Et troisième chose, par rapport à changer nos modes de vie, j'aimerais bien qu'on parle du livre Le bug humain de Sébastien Boller. Est-ce que vous l'avez lu ? Il est sur ma table de chevet depuis un moment et je ne l'ai pas lu, mais il a bouleversé beaucoup de personnes que je connais. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, je vais être tout à fait honnête, je ne l'ai pas lu non plus, pas encore, mais j'ai beaucoup entendu parler de ce qui est dit dedans. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça a été écrit par Sébastien Boller, le rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho. Et en fait, dedans, il explique toutes les raisons qui encouragent notre cerveau à agir comme on le fait et qui emmènent à détruire la planète. Et en fait, la conclusion, c'est que, il y a beaucoup en fait de liens avec la reconnaissance sociale, sauf que ça, c'est influencé par beaucoup de choses et c'est pas inné. Donc, ce qu'il faut changer, c'est faire en sorte que ce qui est reconnu socialement, ce soit la sobriété, et que on donne plus de valeur. C'est pas une expression qui me plaît, mais qu'on ait plus de reconnaissance envers les gens qui se dirigent vers la sobriété. Donc par exemple, que ce soit plus normal de connaître les noms des arbres qui nous entourent et que ce soit plus stylé, entre guillemets, que connaître les marques de chaussures à la mode. Oui, entre autres. Par exemple. Oui. Ou alors de se dire, aujourd'hui, faire son potager en permaculture, c'est de la réussite sociale et c'est mettre les mains dans la terre. Les agriculteurs, les agricultrices, on parle aussi beaucoup de la précarité de ces personnes-là. En fait, que ce soit des métiers beaucoup plus valorisés. C'est ça que tu veux dire, du coup, par là ? Exactement, et qu'on arrête d'admirer justement les gens qui achètent des yachts, qui voyagent en jet privé, etc. Qu'au contraire... Encore une fois, quelque chose qui me plaît pas trop. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est qu'on les méprise, mais c'est pas le bon cheminement à faire, parce que il vaut mieux changer les choses avec bienveillance. Mais voilà, qu'on rentre dans une société et dans une mentalité dans laquelle on n'admire plus, la réussite sociale ne soit plus liée justement à la surconsommation. Est-ce que Pierre, Adrien, vous... Alors, à deux niveaux pour moi, pour essayer d'apporter une réponse. La première part, déjà, elle vient d'une dimension, je pense, personnelle,
Et moi, je suis très pour me concentrer sur toutes les actions qui vont bien et tout ce qui bouge, plutôt que regarder en permanence le compte Twitter de Bernard Arnault avec son jet et ce qu'il consomme. On le sait, les ultra-riches, oui, c'est un problème, ça c'est posé, c'est pas idéologique ou quoi que ce soit. D'un point de vue empreinte, aujourd'hui, ils ont une empreinte qui est hallucinante. Pour autant, pour moi, vivre dans la joie, vivre heureux aussi, tout ce qui est en train de se passer. Je préfère me concentrer sur toutes les belles initiatives qui se passent, aller regarder ce qui se fait au château de Flaugergue à côté, là, à l'Oasis Citadine, qui est un lieu extraordinaire, regarder un lieu qui est en train de se créer à Castries, l'Oasis Font-Marie, autour de l'agroécologie, enfin toutes ces choses-là, en fait, qui me disent que les choses, elles sont en train de bouger, parce qu'il y a 15 ans en arrière, il n'y avait pas. Donc ça, c'est le premier point. Et d'un point de vue plus global, en termes de transmission d'informations et de modèles, parce que c'est un peu ça en fait, c'est de dire est-ce que on arrête de montrer le multimilliardaire Elon Musk comme une réussite profonde. Alors je vais peut-être pas me faire des copains ici, mais il y a aussi un rôle des médias très 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 fort, en effet, de changer un petit peu cette communication autour et ce partage du rôle modèle. Et en effet, dans ce que tu dis, de faire en sorte que les gens qui inspirent les jeunes, ça soit pas Jeff Bezos et Elon Musk, mais ça soit David Viala, un des cofondateurs de l'Oasis Citadine à Montpellier. Et de construire ça, encore une fois, ça changera tout, parce que notamment quand on est, alors je suis pas psy, et s'il y en a qui le sont ici, et vous pourrez me compléter, mais notamment je pense qu'on est sur la phase d'enfance et d'adolescence, même je pense sur la phase adulte, on a besoin de rôles modèles sur lesquels se référer. Et du coup, plus ces rôles modèles-là, ils seront encore une fois au service du commun, plus ça permettra en fait de créer cette dynamique. Et par rapport à ça, moi je veux bien répondre personnellement sur la question des rôles modèles. Moi, il y a aussi quelque chose qui est, on n'a pas besoin d'aller chercher des rôles modèles extrêmement loin de nous, extrêmement déconnectés de notre quotidien. Moi, j'ai l'impression que mes rôles modèles, c'est les amis avec qui je m'engage, c'est les personnes qui sont dans des associations, qui donnent du temps bénévole en fait toutes les semaines. Ça, c'est un rôle modèle. On n'a pas besoin d'aller chercher une personne qui a 100 000 followers sur Instagram ou sur Twitter. Et en fait, de se reconnecter aussi aux personnes qui nous inspirent autour de nous. Et moi, je pense aussi que la question de l'action collective est très très importante, parce que moi, ce qui m'a fait sortir aussi de l'éco-anxiété, de la peur de ce qui nous arrive, c'est d'agir en collectif. Je ne sais pas comment je tiendrais si j'étais seule. C'est parce que je suis avec des gens, c'est parce qu'on agit ensemble qu'en fait, que j'y arrive et que je me lève tous les matins et que je me dis cette joie militante dont on parle, cette énergie qu'on a envie de mettre dans le changement, je le fais parce que je ne suis pas seule. Et du coup, j'invite toutes les personnes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent très seuls dans ce combat-là et c'est très compliqué à vivre, à rejoindre un collectif, rejoindre une association, en tout cas en parler autour de vous, parce que pour moi, c'est vraiment le remède aussi à ce marasme qui peut nous prendre en fait au corps, aux tripes et qui peut être très compliqué à vivre. Est-ce qu'il y a... Pierre, tu veux peut-être rajouter quelque chose sur ça? Oh, vous avez dit tellement de choses que finalement, je vais pas rajouter l'élément essentiel qui a été évoqué des deux côtés. À mon sens, c'est surtout ne pas être seul. Surtout ne pas être seul parce que c'est pas que c'est compliqué la démarche. La démarche n'est pas compliquée, mais elle est tellement surprenante par ce qu'on découvre qu'on se dit, mon Dieu, dans quel monde je vais mettre le pied? Voilà. Je sais pas, je vais prendre un exemple. Voilà, tout le monde a dans sa poche un téléphone portable. Hein. Juste un exemple. Un téléphone portable, eh bien, je peux vous dire que ce que vous avez dans la poche, ce n'est pas un téléphone portable. C'est un ordinateur hyper miniaturisé qui a une puissance supérieure à celui de la NASA à l'époque où ils envoyaient un homme sur la Lune. C'est-à-dire qu'avec votre portable, vous seriez capable, avec les applications adéquates, vous serez capable de piloter une fusée, de la mettre en orbite autour de la Terre, puis d'envoyer un morceau sur la Lune, faire atterrir des gens et les faire revenir sur Terre. Voilà ce qu'on a dans la main, un ordinateur portable hyper sophistiqué, qui en plus fait téléphone, messagerie et photo. Voilà, pour les trois fonctions essentielles. Donc, quand on découvre ce monde-là, on se dit, bon Dieu, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. On se dit, est-ce qu'on a besoin d'un engin aussi compliqué, aussi sophistiqué, aussi high-tech, avec un H majuscule, pour téléphoner, envoyer des SMS ou prendre quelques photos? Ben, la réponse est non, enfin je pense que tout le monde est d'accord. Donc, une fois qu'on a pigé ça, on se dit, bon, comment je vais faire avec mon téléphone portable pour ne plus rentrer dans ce jeu-là
et ne plus me précipiter sur la dernière image du iPhone 148, j'ai pris un peu d'avance sur l'évolution, ou sur le futur Galaxy qui se plie, enfin bref, etc., qui vous apporte une puissance extraordinaire et vous n'utilisez en pratique que 5%. Au mieux, vous utilisez 5%, même avec pas mal d'applications. Voilà, ça c'est un système que les plus âgés ont construit. C'est un système commercial aussi que les plus âgés ont construit, dans lequel nous avons tous plongé, sans exception. J'en connais pas un qui n'est pas plongé. Même dans des pays pauvres, ils sont là avec des super téléphones. Et en même temps, quand on a découvert ça, on se dit, je ne peux pas continuer comme ça avec mon portable. Alors, première étape, toutes les applications dont je ne me sers pas, ou très rarement, à la poubelle. Ça commence comme ça. Tous les messages que j'ai, que ce soit SMS, peu importe le service que vous utilisez, l'application que vous utilisez, les mails, etc., tout ce dont j'ai pas besoin, à la poubelle. Et bien, je peux vous dire que j'ai passé personnellement 1h30 sur mon portable et j'avais pas fini. J'avais pas fini de mettre à la poubelle. Et puis, deuxième grand problème avec les portables, c'est que votre portable, il est relié à un cloud. Appelez-le data center si ça vous fait plaisir, mais enfin il y a un cloud. Et donc régulièrement vous avez une espèce d'échange permanent entre ce cloud et votre portable qui va enregistrer, désenregistrer en fonction de ce que vous avez sur votre portable, qui va vous faire des mises à jour en tâche de fond, comme on dit, donc on ne se rend même pas compte. Voilà. Et donc un jour j'ai dit non au cloud. Donc heureusement on peut encore couper l'accès au cloud. Ben, depuis que j'ai coupé l'accès au cloud, eh bien, entre 2 et 4 fois par jour, j'ai un petit message qui me dit « Veuillez re-rentrer votre mot de passe pour avoir accès au cloud ». Vous voyez, on pousse on pousse à consommer au niveau de notre portable. Et les 3/4 de ce que nous faisons dans la vie, que ce soit, a été évoqué la télévision, je ne vais pas le développer, que ce soit les achats au supermarché, que ce soit les problèmes des habits, hein, vous avez évoqué la question de la mode. Depuis 1 ou 2 jours qu'on a vu notre ministre des Finances parler de pull à col roulé, on peut dire que la mode cet hiver, ça va être le pull à col roulé. Voilà. On a déjà cette information-là. Eh bien, toutes les actions sont comme ça. C'est-à-dire qu'on découvre ce que c'est que le monde d'un supermarché au même titre que ce que c'est que le monde d'un portable. On peut aller encore beaucoup plus loin dans les portables, hein, mais pour améliorer ça. Mais une fois que un bon nombre de gens s'y mettront pour le portable, il faut un nombre suffisant de gens, ben il va y avoir quelques constructeurs qui vont quand même se gratter la tête. Parce que les portables, c'est 1,5 milliard de portables qui sont construits et vendus chaque année. Je ne parle pas de la marge bénéficiaire qui est énorme là-dessus, des frais publicitaires qui sont au-dessus. Donc si à partir d'un moment, petit à petit, par la prise de conscience, on se met à réduire notre consommation de portables, eh bien, les constructeurs vont un peu s'interroger. Il y a une marque à l'heure actuelle, mais je ne vais pas la citer parce que je ne suis pas là pour faire de la pub. Il y a une marque qui tente ça. C'est-à-dire qui tente de vous mettre un portable entre les mains qui soit un portable, un téléphone portable. Où vous pouvez mettre quelques applications, mais vous n'en mettrez pas une centaine. Hein, et pas capable de tenir. Et chose extraordinaire, ce portable est vendu avec un tournevis. C'est la première fois de ma vie que je vois une boîte qui me vend un portable avec un tournevis. Un seul, ça suffit. Un seul. Quand vous ouvrez ce téléphone portable, vous dites, bon Dieu, mais il y a quoi? Il y a 8 pièces là-dedans. Chaque fois, quand il y en a une qui tombe en panne, eh bien, on enlève la pièce, on demande la pièce et on change la pièce. Alors que dans notre système, on ne peut pas faire ça. Hein. On est dans un système où vous avez un téléphone portable de marque A. Grande marque, donc surtout ne l'ouvrez pas, c'est la première chose qu'on vous dit. Il faut aller au service après-vente, vous prenez rendez-vous avec le service après-vente qui vous dit attendez, je regarde ce qui se passe. Après quoi, il vous dit oh, vous revenez dans tant de jours, on va vous le réparer, ça va vous coûter tant. C'est compliqué le système dans lequel nous sommes. Et donc, comment peut-on créer, et il y a des amorces là-dessus, hein, comment peut-on créer un système beaucoup plus simple qui va nous consommer beaucoup moins d'énergie fossile, parce que ça va être ça, on va arriver à cette deuxième contrainte à un moment donné, ce qu'on appelle la contrainte carbone. Comment consommer le moins d'énergie fossile possible, plutôt que de fabriquer des portables dont on ne se sert que de 5% de ses capacités, ça ne sert pas à grand-chose. J'arrête là, je ne fais que le portable, mais on pourrait s'amuser à faire des tas d'autres domaines.
Oui, de toute façon, c'est en effet toute la société de consommation et je pense que ça rappelle aussi la notion de besoin. Enfin, tu citais tout à l'heure, Adrien, quels sont nos besoins aujourd'hui. Est-ce qu'il y a aussi d'autres personnes dans la salle qui veulent venir témoigner de votre engagement, de ce que vous faites dans des associations, dans des collectifs? C'est aussi la parole est aussi à vous pour montrer la diversité des engagements qui existent aujourd'hui. Très bien, bienvenue. Rejoignez-nous. Merci beaucoup. N'hésitez pas, il y a 2 places. Hein, vous pouvez aussi... Donc, bonjour, Merci beaucoup pour vos réponses. Moi, j'ai été enseignant pendant une 40aine d'années. Et pendant ces 40 années, j'ai essayé d'apporter ma pierre à l'édifice, puisque je crois que quand j'étais en 3e ou en 4e, j'ai fait mon premier exposé sur les problèmes liés à l'environnement. Donc, vous voyez, ça ne remonte pas à hier. Ça, c'est le premier élément. Et cet exemple, il est important parce qu'il prouve que moi, j'habitais une petite ville de 4000 habitants. Donc vous voyez, j'étais en classe de 4e, ça remonte. Et moi, j'étais conscient de ce qui se passait à l'époque. Ce qui veut dire que si moi, j'étais conscient de ça, d'autres gens étaient conscients. Et pourtant, en 40 ans, 50 ans même, il ne s'est pas passé grand-chose. Je vous rappelle que le premier ministre de l'écologie en France, c'est date de 1971. Hein, donc ça fait un demi-siècle. Donc le politique s'est emparé du problème. Et donc, pour le coup, ne s'en est pas emparé. Alors, je voulais revenir sur des éléments qui ont été évoqués. C'est le problème de l'éducation. Alors... je le sais d'expérience, aujourd'hui, l'enseignement scientifique en France est un naufrage. Alors, on parlait de l'université, mais on peut parler aussi d'école primaire. L'enseignement scientifique est un naufrage et sans connaissance scientifique, il est impossible d'adhérer à une pensée écologique. Parce qu'on peut faire de l'information, on peut faire de la sensibilisation, on peut fabriquer de l'angoisse, mais on ne fabrique pas ni de la connaissance, ni de la compréhension, ni de l'engagement. Donc je pense qu'il y a un premier levier, peut-être, sur lequel on peut appuyer, c'est aller vers un enseignement scientifique qui permette aux gens de s'élever au-dessus de la pensée commune, de passer de la réaction à la réflexion. La deuxième piste, c'est tous autant que nous sommes, à quoi sommes-nous prêts à renoncer? Parce qu'on peut parler des milliardaires, on peut parler des gens qui sont en jet, mais on l'a vu avec les téléphones portables, les voitures électriques... la télévision en streaming, qui est prêt aujourd'hui parmi vous à dire mais à partir de demain, j'abandonne tout ça. Donc il y a quelque chose qui est propre à l'espèce humaine, hein, qui est propre à notre développement, qui est personne ne veut abandonner le confort, personne ne veut abandonner l'aisance, personne ne veut amener la facilité du progrès. Et c'est ça ce démon qui est en train de nous dévorer, hein, de nous dire que non, on veut bien qu'il se passe quelque chose, mais on ne veut pas que ça nous coûte au quotidien. Donc le renoncement, la connaissance, et la troisième chose, c'est le politique. Les plus anciens ici se rappellent quand on pouvait fumer comme des porcs dans les boîtes de nuit, quand on roulait à 160 sur l'autoroute, et on a fait de la prévention, et on a expliqué que c'était pas bien, mais il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé jusqu'à ce que le politique dise maintenant c'est terminé, on va mettre des interdictions, puis on va limiter la vitesse sur l'autoroute, et puis on va mettre des radars. Et comme par magie, un beau jour, les gens se sont mis à rouler à 130 km/h. Donc le troisième levier, c'est le politique. Le problème, c'est que le politique aujourd'hui, c'est pas le politique au sens noble du terme, hein, des Grecs, la gestion de la cité. Le politique aujourd'hui ne vous appartient plus. J'espère que vous savez ça. Le politique appartient à la bourse. C'est-à-dire que plus aucun chef d'État dans le monde ne prend de décisions politiques. On ne prend de décisions que parce que des groupes financiers prennent des décisions à notre place, à leur place. Ça, c'est le troisième élément. Donc, il va falloir commencer à réfléchir sérieusement à ça. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on peut encore sortir de ça? Est-ce qu'il y a une révolution à faire? Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Je ne sais pas, mais ça va être compliqué. Hein. Vous avez vu, on a vu passer quelques ministres ces dernières années. On a eu des engagements. Je me rappelle M. Sarkozy s'engageant dans un grand forum écologique et déclaré 2 ans plus tard, je cite entre guillemets, l'écologie, ça commence à bien faire. Monsieur Macron qui nous a promis un quinquennat écologique, mais vous savez bien tous ici qu'il ne va rien se passer. Et le quatrième élément, c'est l'ethnocentrisme. C'est-à-dire que nous sommes là, nous sommes une poignée, hein, vous avez vu, nous sommes à peu près tous les mêmes. Il n'y a pas beaucoup de personnes âgées, beaucoup de jeunes, issus sûrement des mêmes classes sociales. Nous sommes très ethnocentrés, c'est-à-dire que nous pensons que ce que nous allons faire ici, ce dont nous allons parler, ce dont nous allons discuter, ça va se contaminer comme ça.
Mais prenons conscience que ce pays dans lequel nous habitons, ce n'est rien en termes de production, de déchets, d'impact sur le climat. Nous avons 1,5 milliard de Chinois, 1 milliard d'Indiens, 800 millions d'Indonésiens, bientôt 1 milliard d'Africains qui veulent vivre sur le monde européen. Et le problème, il est là. Il n'est pas de savoir si vous allez mettre la bouteille de verre dans le conteneur à plastique. C'est pas ça qui se pose comme problème. Le problème est à l'échelle mondiale et je ne sais pas aujourd'hui s'il ne faut pas qu'on sorte de cette pensée Montpellier-Roux, Montpellier-Rennes du quorum en se disant que parce qu'on est bien installé à faire un petit forum, il va se passer quelque chose et puis on ira boire un café tous ensemble. Pour ma part, j'ai plus de 40 ans de militantisme en écologie et je n'ai vu que l'effondrement du système. Alors, on va réfléchir, mais je ne sais pas aujourd'hui, peut-être que vous avez des pistes, peut-être qu'il va falloir faire une fracture quelque part, qui ne soit pas... Je pense qu'on vous laisse terminer, puis on va peut-être passer... Mais j'en ai terminé et je vais laisser la place aux autres, et j'espère ne pas vous avoir trop démoralisé. Est-ce que, Adrien, tu veux réagir à quelque chose, Pierre ou... Non, on va laisser monsieur parler. Bonjour à toutes et tous, merci de me donner la parole. Je voulais rappeler que le changement climatique, c'est pas le problème, c'est une conséquence. Et c'est une conséquence d'un monde qui produit toujours plus, où il y a toujours plus d'activité, où il y a toujours plus de consommation. Donc en fait, le vrai problème, c'est pas le climat ou le changement climatique qu'il faut combattre, c'est le capitalisme. C'est le capitalisme sous sa version néolibérale, ultralibérale, avec l'obsolescence programmée, avec un dogme de croissance infinie dans un monde limité. Ça ne fonctionne pas. Ça, c'est un imaginaire qui date des orpailleurs, où à l'époque, ben oui, quand on allait chercher l'or, il suffisait de creuser plus loin et effectivement, il y avait plus de richesses. Sauf que le monde n'est pas infini. Voilà. Sur les petites actions au quotidien, ben moi, je suis plus sur l'animation d'ateliers. C'est drôle parce que mon association s'appelle Nouveau Monde à Montpellier, et donc on sensibilise. Voilà, la collapsologie, on forme à la désobéissance civile parce que pour moi les solutions ne seront pas forcément légales. On fait aussi des ateliers sur quelles émotions face au changement à venir, dans quel monde est-ce qu'on aimerait vivre, donc quelle utopie dans 5 ans, dans 10 ans, quel premier pas à faire de là où on est. Quelle posture face au changement à venir, parce qu'on est tous sur des postures différentes, voilà, que ce soit dans le déni, que ce soit l'anarchisme, que ce soit le militantisme pacifique, que ce soit changer le monde par son travail ou militer sur Internet, il y a plein de postures comme ça. Voilà. Est-ce que tu as vu une évolution, en tout cas ces dernières années, si ça fait un petit moment que tu milites sur la prise de conscience, comment tu as vu Il y a clairement une évolution, et sur la collapsologie, entre autres. Il y a des années, on me prenait un peu pour un fou. Ces derniers temps, il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient à la question. Et maintenant, en fait, j'ai même presque plus trop envie d'en parler, puisque l'effondrement des écosystèmes, on le voit tous les jours aux infos, au journal. Et en fait, il n'y a pas de transition. Il n'y a jamais eu de transition. Chaque année, on pollue plus. Chaque année, le peu d'énergie renouvelable, de greenwashing, tout ça, ça s'ajoute à ce qu'on produit déjà et ce qu'on pollue. Donc en fait, il n'y a pas eu de transition. Et, désolé, mauvaise nouvelle, mais a priori, on n'est pas parti pour en avoir. Surtout au vu des résultats des dernières élections. On a le champion de la Terre, sans rigoler, Macron, qui est tellement vert que Nicolas Hulot, il est parti en courant. Voilà, donc la politique des petits pas, non merci. Je pense qu'aujourd'hui, la moindre des choses, c'est d'avoir un discours anticapitaliste, parce qu'il faut nommer les choses. Le GIEC commence à dire ces choses-là. Et voilà, malheureusement, les petits pas. Et là, je viens d'apprendre que Coca-Cola sera un des sponsors de la COP 2027. C'est une vaste blague. En fait, ceux qui mettent le feu viennent nous expliquer comment ils vont l'éteindre, quoi. Voilà, j'étais à la COP 21 à Paris. On assiste vraiment à une criminalisation des mouvements écolos. En tout cas, il y a eu des assignations à résidence. Il y a vraiment, à mon avis, il ne faudra pas s'attendre sur ceux qui ont créé le problème pour venir le résoudre. Donc voilà où on en est aujourd'hui. À mon avis, effectivement, en face de nous, on a des gens qui n'écoutent ni la morale ni la loi, mais le rapport de force ou l'intérêt politique électoral.
Donc j'appelle plutôt à la désobéissance civile, plutôt qu'à faire des petits gestes qui, eux, arrangent les dominants. Puisque les dominants, ils nous disent, oui, soyez exemplaires, est-ce que vous faites pipi sous la douche, est-ce que vous triez vos déchets, est-ce que vous mangez bio? Voilà, ça fait 50 ans qu'on fait ça, et eux, ils se régalent. Vous connaissez l'étude Carbone 4? C'est une étude qui dit noir sur blanc que même si nous tous, si tous les citoyens étaient parfaits dans leur consommation, eh ben ça ne changerait que, je crois, un tiers ou un quart du problème. Un tiers, oui. Un tiers quand même. Donc ça veut bien dire un tiers, oui, très bien, mais on est loin du compte. Et en plus, même si on faisait ce tiers, ça suffirait pas. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire ma part, c'est pas d'être dans le colibrisme. C'est bien de faire sa part, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de vivre dans un monde vivable. Enfin, plus tard, je voudrais être vivant, quoi. Et donc voilà, faites votre part, mais ne pensez pas que ça suffira et ayez plutôt une approche systémique. Parce que ceux qui polluent, on sait qui c'est, hein, sont les grandes entreprises, c'est le CAC 40. Ils ont des noms et des adresses et des gros actionnaires. C'est aussi les banques qui encouragent, qui financent les énergies fossiles. Je suis désolé, je suis un peu long, mais j'avais toutes ces choses-là que je voulais vous dire et merci de m'avoir écouté. Moi, vas-y, Adrien. Ouais, je voudrais bien rebondir parce que j'avoue que je suis un peu surpris de vos réactions à tous les deux. Je ne pense pas que vous ayez entendu dans nos bouches depuis le début de dire qu'on a la prétention en tant que tous les trois ici là d'être qu'on va tout changer, que c'est ici entre gens principalement blancs de CSP plutôt moyens voire élevés qu'on se prétend être représentatif de la population française. Je ne pense pas qu'on l'ait dit, donc on a complètement conscience, enfin en tout cas je vais parler pour moi, j'ai complètement conscience de là où on est, de là où on parle. Je pense pas non plus qu'on ait dit à un moment que les éco-gestes individuels allaient sauver la planète. C'était pas contre vous, hein, mais ce que je disais. Ouais, mais c'est... En fait, moi, c'est vraiment sur la question de ce récit qu'on a envie de construire ensemble. Tu en parlais de ce récit. Moi, je ne pense pas, mais ça c'est personnel, que revenir sur ce discours-là, ça va mettre les gens en mouvement, ça va leur faire peur et ça va les enfermer. Et ça va profondément, vous vous êtes excusés tous les deux en disant désolé si on vous a fait peur, oui, ça va faire ça en fait. Alors après, on peut décider de dire oui, on va vous mettre en effet, oui, aujourd'hui, le fonctionnement de la grosse majorité, la redistribution des dividendes chez Total, mais bien sûr que c'est un scandale. Les hyper-profits, bien sûr que c'est un scandale et qu'il faut qu'ils aillent autour. Mais est-ce que rabâcher ça encore une fois, c'est ça qui va faire que les 50 personnes qu'on a ici ressortent d'ici avec une énergie qui se disent putain, faut qu'on s'y mette. Moi, mon but, là, de partager une heure, c'est ça, c'est de dire, ok, j'ai envie que les personnes là, ils aient une énergie positive et de se dire, ok, on va repartir de là, on va pas changer tout seul et on en a bien conscience. Et c'est pas parce que je vais jeter ma brique de lait que ça va changer quoi que ce soit. Oui, les gens, faut qu'ils aient pleinement conscience de ce qui se passe, qu'on changera pas tout à l'échelle individuelle, que ça va nécessiter beaucoup de renoncement. Oui, ayons le courage de renoncer et de renoncer dans la joie sur ces points-là, mais pour autant restant dans une dynamique et une énergie qui soit plutôt positive. Et moi, j'y suis assez attentif. Et je voudrais bien... Merci beaucoup, Adrien. On va prendre une dernière prise de parole parce qu'après, il va falloir conclure. Alors, merci beaucoup. Excusez-moi, moi je voulais témoigner, je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit, tout le monde a raison en fait. Je voulais juste dire que bon, moi j'ai une fille qui a 18 ans et depuis le collège, on lui parle de la décarbonisation, etc. Donc ça dépend un petit peu des âges. Vous vous dites, dans ma scolarité, je n'en ai pas entendu parler, mais là, je vous promets, elle est née en 2004, et depuis, elle nous explique comment ça se passe, et on lui en parle chaque année. Donc ça, c'est une génération montante. J'ai entendu aussi la personne qui dit, je ne veux pas d'enfants parce que je suis éco, voilà. On l'entend de plus en plus. Je voulais aussi dire qu'il y a des décideurs qui sont en place, alors que ce soit des politiques ou des gens d'entreprise, qui, eux, ne sont pas motivés sur le sujet ou alors c'est avec leurs enfants. Donc, par exemple, il y a 2 ans, j'ai assisté à un débat entre décideurs où ils parlaient de leur 4x4, ils étaient spécialistes du 4x4. Aujourd'hui, c'est un peu mal vu, ça. C'est-à-dire qu'ils n'en parlent plus. Ils le font toujours, mais ils n'en parlent plus. Il y a quand même une évolution par le biais de petites associations, de motivation, etc. C'est quand même important parce que ça change un petit peu la donne. Après, il y a une dimension mondiale où une collègue à moi est allée voir Flushing Meadows, là, le tennis à New York.
Et donc, elle est allée à New York et elle me dit à Flushing Meadows, voilà, on a vu le tennis, clim à fond, je me suis mis le truc. Et j'ai passé ma semaine à New York à visiter. Et c'était insupportable parce qu'ils n'ont aucun geste responsable. Donc, c'est quand même des décideurs. New York, c'est quand même le lieu où on décide du prix du grain. Je ne sais pas, mais il y a plein de choses. Et eux n'ont aucun geste. Donc, quand même, les mentalités changent par le biais de petites associations, de motivation, etc., par le biais de l'éducation. Il faut quand même un petit peu y croire que ça change grâce à tout ça. Mais il faut voir aussi au niveau mondial, peut-être ça changera, mais c'est beaucoup plus lourd. Et ce que je pense, c'est que les décideurs de demain sont les enfants. Et donc, c'est très important de décider, hein, que ce soit politique ou voilà, Macron, il n'a pas d'enfant, je sais pas, mais bon, voilà, il faut quand même y croire un petit peu. Hein, voilà. Après, vous dites faites des enfants, je vais me renseigner sur le document parce que effectivement, moi je vois tous les gens que je connais qui veulent pas d'enfants, c'est dommage et je les comprends à la fois. Hein, je les comprends. En effet, Voilà. j'ai l'impression qu'on est d'accord sur le constat qu'il y a eu une prise de conscience qui est, depuis ces dernières années, quand même de plus en plus importante, et qu'en fait, on avance sur ça, mais qu'il faut encore accélérer, qu'on a encore beaucoup de chemin à faire, qu'on pourra le faire individuellement, mais aussi et surtout collectivement. Et plus on sera nombreux et nombreuses, plus les choses pourront changer. Est-ce que, du coup, Pierre, est-ce que tu veux dire un dernier mot, en tout cas un dernier conseil, une dernière chose pour les personnes qui sont ici et qui vont sortir de cette salle et qui savent qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire? Qu'il y ait beaucoup de chemin à faire, c'est évident. Mais il y a deux éléments qui vont nous aider et qui vont nous permettre d'accélérer cette prise de conscience. Après, il ne faut pas tomber non plus dans le piège d'une accélération où on irait trop vite. Mais il y a deux éléments qui vont nous aider. D'abord, le réchauffement climatique. Je ne vais pas m'étendre, mais on pourrait très bien faire, puisque nous avons plus 1 degré, on peut très bien faire le bilan des conséquences de plus 1. Le GIEC nous annonce à peu près des fourchettes de date pour 1,5 et 2. C'est très proche. C'est très très proche. Donc ça va nous pousser, ou ça va pousser un certain nombre de gens, à prendre davantage conscience du problème et à s'intégrer soit dans des mouvements associatifs, soit sur le plan politique, parce qu'il y a quand même sur le plan politique des communes qui font des efforts, des régions qui font des efforts, même si tout n'est pas parfait. Ça, c'est le premier élément qui va accélérer, indépendamment de la volonté de tous les grands décideurs du monde, qui va accélérer le mouvement. Le deuxième élément qui va accélérer, c'est la baisse progressive mais immuable des énergies fossiles. La quantité de pétrole, de gaz, de charbon a depuis 2008 commencé à baisser. Lentement, progressivement, les industriels ont mis en place des systèmes pour compenser un peu, mais cette baisse est inexorable. Donc nécessairement, dans, je sais pas, on va dire une dizaine ou une quinzaine d'années environ, on va se retrouver avec une baisse qui va être de plus en plus drastique. Et là, il va falloir aussi que les gens se bougent. À partir de là, ces deux éléments vont nous aider, quelque part. Le troisième élément, je l'ai cité tout à l'heure, c'est si on arrive à faire une percée suffisante dans l'enseignement, que ce soit au niveau lycée ou que ce soit au niveau de l'enseignement supérieur, on aura une population de jeunes qui sera beaucoup plus prête à franchir ce pas. Donc je suis de ma place relativement optimiste, assez optimiste. D'abord parce que toute cette préparation se fait, y compris votre information. Deuxièmement, je suis assez optimiste parce que les hommes, puisque quand même en majorité ce sont les hommes qui gouvernent notre planète, les hommes ont parfois un foutu caractère, je le dis, moi y compris, mais quand un problème commence à toucher nos enfants, on devient très vite réactif. Et je pense là aussi que si entre le réchauffement climatique et les problèmes d'approvisionnement en pétrole que nous commençons à connaître, je vous signale au passage que nous n'avons toujours pas arrêté les achats de pétrole en Russie, contrairement à ce qu'on a dit au mois de février, parce que c'est très difficile de s'approvisionner ailleurs.
Je pense que ces aimants-là vont nous aider. La nature humaine a quelque chose d'assez extraordinaire, je trouve. C'est qu'elle est capable des fois de se retrouver au pied du mur, mais à partir de là, à partir du moment où elle est au pied du mur, comme on dit, elle a quand même été capable souvent de rebondir et de se retrousser sacrément les manches. Voilà. Là, je fais quand même un peu confiance à la nature humaine et au travail des uns et des autres, hein, bien sûr. Et, pour rebondir sur ce que tu dis à la fin, on a parlé de désobéissance civile. Oui, il en faudra de la désobéissance civile, qu'on soit très clair. On ne passera pas que par des actions pacifiques sur le sujet. Par contre, pour moi, il y a une grande différence pour réussir à traverser cette époque et à le vivre paisiblement et à faire en sorte que qu'on y arrive. C'est la bascule de se battre plus contre quelque chose, mais se battre pour quelque chose qu'on veut qu'il advienne. Se battre contre, c'est de l'énergie qui vous... En tout cas, c'est mon point de vue personnel, qui vous tiendra sur un temps, qui va vous épuiser, qui va vous bouffer, et in fine, qui ne vous rendra pas heureux en plus à l'échelle individuelle. Vous battre pour quelque chose qui advienne, ça vous mènera sur la durée, et je suis persuadé, parce que j'ai une foi profonde aussi en l'homme, avec un grand H, femme et homme mélangés, que par ce biais-là, en tout cas, on sera en capacité d'y arriver. Et donc on conclura cette conversation matinale en étant dans le pour et au possible moins dans le contre. Merci beaucoup à tous et toutes, merci d'avoir participé. Merci à vous. Oui. On est preneurs et preneuses, enfin moi je suis preneuse de retour sur le format, si ça vous a parlé aussi, de pouvoir vous laisser la parole, donc n'hésitez pas. Et voilà, très bonne journée au Monde Nouveau, n'hésitez pas à rester encore, il y aura des ateliers cet après-midi, des conférences passionnantes. Donc voilà, très belle journée, merci.